Fondateur de la Compagnie internationale des wagons-lits, Georges Nagelmakers a créé le premier grand train international, l'Orient Express. Le 5 juin 1883, il quitte Paris pour Munich, Vienne, Budapest, Bucarest et Constantinople. Il s'agit d'un train de luxe formé uniquement de wagons-lits, d'un wagon-restaurant et de fourgons à bagages. À l'aide de l'Orient Express, Berlin et Vienne se rapprochent de Constantinople. Guillaume II finance la construction du chemin de fer Constantinople-Bagdad. Le 1er février 1929, le Simplon Orient Express est immobilisé par une tempête de neige dans les Balkans. Il a fallu 11 jours pour le dégager par une température de moins 25 degrés. En 1906, après le percement du Simplon, Français et Britanniques proposent la création d'un second Orient Express qui passerait par la Suisse et l'Italie. Mais jaloux de leur train, les empires centraux s'y opposent. Il faut la Première Guerre mondiale et la victoire des Alliés pour parvenir politiquement à créer le Simplon Orient Express. L'Empire ottoman est démembré. L'Europe est prête à la curer. Ses diplomates et ses hommes d'affaires sont au rendez-vous. En juillet 1920, le Simplon Orient Express arrive à Istanbul. Parti de Londres, il passe par Paris, Lausanne, Milan, Venise, Belgrade, Sofia pour atteindre Constantinople. Les Français et les Anglais se sont jetés sur les restes de l'Empire ottoman. Ils s'installent au Moyen-Orient. Ils projettent une prolongation du chemin de fer jusqu'au Caire par le Taurus Express. Mais entre Tripoli et Haïfa, le transbordement par automobile subsistera. Une autre branche du Taurus Express a permis de conduire le voyageur jusqu'à Bagdad et Bassora, à quelques kilomètres du golfe Persique. Le luxe du Simplon Orient Express fut parachevé en 1930 par la mise en service de fourgons-douches. Le voyageur vivait ainsi dans un véritable hôtel roulant. Et en 1939, il pouvait parcourir le trajet Paris-Istanbul en 57 heures. Ce fut le record. Dès son origine, le Simplon Orient Express est le train des diplomates, le train de tous ceux qui ont été les artisans de la pénétration franco-britannique au Moyen-Orient. Train de trafiquants aussi. Les livres turcs or s'achetaient à des prix dérisoires pour être revendus au prix de l'or en Suisse. Son Excellence ou Monsieur le Comte, hauts fonctionnaires ou hommes d'affaires, chacun exigeait des conducteurs de wagons-lits un service de première classe. Quelques princesses argentées ou non apportaient le charme nécessaire au voyage, mais c'était aussi le train de l'aventure. Le Simplon Orient Express est mort le 27 mai 1962, mais sa légende lui a survécu. Il est même devenu le train mythique par excellence. De nombreux écrivains s'en sont inspirés, de Graham Greene à Maurice de Cobra, sans oublier ni Valérie Larbaud, ni Les bons baisers de Russie, chers à James Bond. Ah oui, là, des homards, il y en a en 400-500, enfin 500 grammes, et vous en avez en 700 grammes. Au total, il y en a 175 pièces, je crois. Tous cuits déjà, hein. Préparés pour le chef. Filet de dorade, du poisson, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, tout va bien. Il manque plus que les légumes. Il en manquait pour ce soir. Tous les tomates.
C'est donc en 77 que le train l'Orient Express, comme nous le connaissions tous auparavant, a arrêté son service. Et donc c'est à ce moment-là, en octobre, quelques mois plus tard, que M. Sherwood a décidé de racheter 2 voitures qui étaient destinées à la casse, vraisemblablement. Et donc c'est par passion qu'il a racheté ces voitures avant d'avoir le projet qui naisse en lui de recréer tout un train, la rame que vous avez aujourd'hui, et pour permettre aux voyageurs de revoyager tel que l'on pouvait le faire dans les années 20 et 30. Alors pour le déjeuner, nous avons des turbans de filet de sole avec des noix de Saint-Jacques, avec une crème de champignons au thym citronné, des pointes d'asperges vertes, et après il y a un mignon de veau mijoté avec du porto, avec des riz de veau, et des petits légumes confits à la moutarde, avec des pâtes farcies avec des épinards, avec du fromage frais, un éventail de pois gourmands avec des tomates. Et ensuite en dessert, vous avez une glace au calisson avec une soupe de fruits rouges au baie rose, avec un croustillant de pâtes. Et tout ça est fait dans le train? Absolument. Tout est réalisé à bord de notre train. Tous les produits sont frais. Ils sont montés hier à Paris. Et pour le déjeuner, voilà ce que nous avons. Ladies and gentlemen, good morning. It's our pleasure to inform you the first sitting for lunch is now being served in the dining cars. Thank you. Mesdames et messieurs. Le plus bel arrêt, la plus belle étape pour vous sur l'itinéraire de l'Orient Express? Mais je crois que c'est sûrement Istanbul. Il y a aussi une liaison très spéciale entre Venise et Istanbul, parce que je crois que vous savez bien qu'à l'époque du Doge à Venise, il était en train de penser de faire la capitale à Istanbul, à la place de Venise, pendant le temps de la Serenissima. Et donc les liaisons, c'est vraiment très fort et très spécial. Dans un moment, nous serons à Venise. Si vous deviez nous montrer un seul endroit de Venise, que serait-ce? Mais je peux dire place San Marco. C'est la plus belle. C'est le plus bel cadre de tout le monde là. Une fois, oui, on a porté 3 wagons. Quand on a inauguré la ligne Venise-Londres, Paris-Londres avec l'Orient Express, pour le présenter à la presse, on a fait une grande fête ici. Et on a aligné 3 wagons, l'un restaurant, l'autre bar et l'autre sleeping. On les a mis l'un après l'autre de ce côté ici, tout devant le restaurant. Les gens entraient de ces jardins où ils prenaient l'apéritif et passaient graduellement parmi le train qui était logé sur des grandes barges. Ils passaient dans le jardin ancien, le jardin antico, qui est l'autre part arrière de l'hôtel où on a le tennis et tout ça. Mais est-ce qu'on peut dire, même sur une île, que le Cipriani, c'est d'une certaine manière l'hôtel de l'Orient Express? Oui, en effet, c'est la vérité, parce que
L'hôtel appartient, comme l'Orient Express, à la même compagnie. Nous avons notre Lorsqu'on parle du Cipriani, on dit volontiers que le Cipriani c'est le dottore Rusconi et à l'inverse que le docteur Rusconi c'est l'hôtel Cipriani, c'est vrai? Vous êtes très gentil de le rappeler. En effet, on dit comme ça, mais pas toujours. Mais c'est le fait, je crois, la raison fondamentale, c'est que je suis là depuis 27 ans. C'est pour ça, pas pour le reste. C'est un sentiment que tu peux comprendre quand je peux dire maintenant. Parce que après, quand tu as 19 ans ou 18 années ou comme ça, tu n'aimes pas beaucoup cette ville parce que tu veux sortir de la ville, de ta famille, de tout ça. Avoir des voitures? Avoir des voitures, bien sûr. Et alors, c'est une autre moyen de penser. Après, moi, par exemple, je choisissais de vivre à Venise. Je suis très contente d'habiter ici. J'aime beaucoup cette ville. Je suis contente. Il y a la Venise des touristes, mais il y a justement cette Venise secrète que ne connaissaient que les enfants et que retrouvent les enfants devenus adultes. Un peu, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'il y a deux Venises. Il y a la Venise des monuments, des églises, des touristes. Il y a même la Venise de canal, de canaux. Comme vous pouvez imaginer, Venise, si tu la vas visiter par les canaux, hein, en bateau, c'est complètement une autre ville. C'est une autre dimension. C'est même difficile de comprendre où tu es, même si tu la connais. Cambia mestiere, no, sono nato a Venezia, col mare pesca, ma questa de giorni, se bagna strao, e qua che ti porteremo,
Nous sommes l'unique atelier de les 5 qui se trouve dans la ville de Venise qui fait la construction sur le poids de le gondolier avec le système ancien. Parce que le gondolier se trouve da poupe dietro le bateau et avec son poids fait balancer la gondole. Alors, je lève la poupe pour compenser et former una linea parallèle avec l'eau pour passer sotto i ponti. La costruzione è di 120 anni. Come si usava 120 anni fa, noi si costruisse la gondola. Nous ne troviamo pas le mètre, ma le pied vénitien, che è la misura delle 1400, e fanno il fondo dritto e la coperta storta. Nous faisons le fondo storto e la coperta dritta, l'opposto. Et dans un bateau comme celui-ci, il n'y a pas du tout de matière plastique? Io odio la plastica, è meglio il legno. E come con una bambola in plastica, con una donna vera ti scalda, quella in plastica, puff, poi è fredda. Une grande histoire d'amour. Une grande histoire d'amour, d'abord avec mon mari, que j'ai rencontré en 84, et puis une histoire d'amour avec la ville, où je me suis installée en 87, qui a été plus douloureuse, plus difficile, avec au départ 7 années de vache maigre, où j'ai vraiment eu du mal à la comprendre, où je l'ai détestée comme on peut détester une femme dont on peut être jalouse. Et puis la famille grandissant et la découverte de mon travail à Murano m'ont donné comme ça quelques cartes qui m'ont permis de la connaître et de l'aimer. Et maintenant ça y est, je me sens vénitienne et je crois que je ne pourrais pas vivre ailleurs. Alors nous voici dans l'atelier. Votre part à vous, ça consiste en quoi? Alors je crée chaque verre, je le compose avec ce qu'on appelle des murine, qui sont comme des petites pastilles de verre coloré avec des dessins qui sont dedans, que l'on trouve dans une fabrique à Murano, et des cannes de filigrane qui sont donc une âme de couleur recouverte de cristal. Je coupe ces cannes de filigrane, je prends un petit gobelet en plastique dans lequel je place chaque morceau, chaque pièce que je veux avoir dans mon verre. Ensuite, le maître verrier cueille, parce qu'on appelle ça cueillir, ce qui est un joli terme, cueille le verre au fond du grogiolo, c'est-à-dire du four où se trouve le verre à température élevée, de au moins 1002. Et mes petits morceaux de verre, donc mes cannes et mes mourines, sont disposés ensuite sur une plaque de fer qui est réchauffée par en dessous, selon un dessin précis que j'ai enseigné à un des ouvriers qui travaillent sur place. Et lorsque le maître verrier a roulé cette poire de verre brûlante dans la poudre de verre coloré qui fait de fond finalement de couleur à mes verres, on roule cette poire de verre dans laquelle la matière de couleur s'est intégrée et on la roule sur cette plaque, attrapant ainsi tous les petits éléments qui ont été disposés. C'est très très émouvant. C'est très émouvant de voir le verre se travailler. Et par la suite, c'est donc soufflé dans un moule en bois de Poirier, qui vient la plupart du temps de pays de l'Est. Et c'est ouvert à la main par le maître verrier qui s'appelle Dino Vio. Une fois que le verre a été fait, le verre est ensuite mis dans un four qui s'appelle le forno a tempera, qui est un four qui a un petit peu une température un peu moindre que celle du four dans lequel on a cueilli le verre, mais où le verre est bien au chaud. À la fin de la journée, quand la production des verres est finie, on ferme le four hermétiquement et la température, lentement pendant la nuit, va atteindre la température ambiante et c'est le lendemain matin seulement qu'on peut voir son bébé. Et c'est toujours une surprise, donc on ne sait pas jusqu'au matin suivant comment vraiment le verre va être, comment va être le travail qu'on a créé. Di non vedere i fili, e vedere le tasche sì, sai che hanno tirato fuori le tasche, no? Io lavoravo con quel 28. Fulvio, mettete che faccio la foto tutti insieme, dai. Fino dopo se torniamo.
orizzontale, cazzo! No, si avvicina. No, adesso il famoso Photographier les gens, ça a été toujours plus ou moins, pas difficile, mais il y a quelqu'un qui n'aime pas être photographié, par exemple, donc il faut les surprendre surtout. Et il faut que dans les cadres, les moments soient tellement parfaits qu'il n'y a pas d'autre chose qui gêne. Le travail créatif, sentir que le public, que les gens sont de votre côté, je ne pense pas à gagner l'argent, tout ça, je m'en fous. Hein. Je pense toujours à produire. Et pour moi, pour dire que j'adore avec l'appareil, vous savez, je pense à la photo 24 heures sur 24. Oggi è stata discretamente buona, meglio di altre giornate. Queste sono una acquatelle, sogliola, qualche moleca, qui ci sono Et aujourd'hui, Des petites pâtisseries style hongrois avec des coulis de fruits rouges et coulis d'abricots. Voilà. Bon appétit. I am 55 years old. I grew up with Agatha Christie, her novels, Murder on the Orient Express. I have dreamt about coming on the Orient Express. Perrault, you know, with his solving the murders. This has been a dream of mine since I was approximately
À cette époque, Vous, Jean-Marie, votre travail, c'est quoi en quelques mots? Alors mon travail, c'est le suivi du train quand il est sans les clients, c'est-à-dire c'est un petit peu l'organisation dans tous les dépôts, à Paris, à Budapest, à Bucarest, à Istanbul, de faire tout le côté opérationnel du train hors client, c'est-à-dire le nettoyage du train, le garage dans les dépôts, les circulations entre les dépôts et puis les gares, et puis contrôler un petit peu également les horaires. Ce train est un peu une vieille dame, parfois un peu capricieuse, mauvaise surprise, ça arrive? Non, on n'a pas de mauvaise surprise, c'est une vieille dame à laquelle on apporte beaucoup de soins, à laquelle on lui fait faire énormément de lifting pour qu'elle reste toujours une jeune femme très agréable. Donc les surprises, on n'en a pas, on est là un petit peu pour travailler en amont de ces surprises et on essaye que le train fonctionne toujours de façon parfaite. Pour moi, c'est une chose primordiale de trouver un compartiment impeccable, une moquette qui a l'apparence de neuve et les boiseries qui brillent, qui respirent et qui émanent une odeur de propre et également d'antiquité. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un musée qui est sur roue. Et en particulier dans ce wagon-là qui
contient des œuvres d'art quasiment. Oui, puisque les panneaux que vous voyez sur ce wagon ont été faits par Lalique, et ce sont encore les originaux qui sont à bord de ce train. Il s'agissait alors on avait cette faune extraordinaire qui était la faune du wagon-lit, où il y avait des boyards roumains, où il y avait des hommes d'affaires turcs, beaucoup de levantins, et puis également tout ce monde qui se transportait avec ses habitudes, avec ses domestiques, avec ses hommes d'affaires, avec les secrétaires, et ce qui est naturellement un monde qui a complètement disparu aujourd'hui, avec des vieux diplomates à la façon de Norpois, comme dans Proust, et puis il y avait des magnats hongrois. Il y avait un Hongrois qui était un personnage extraordinaire, car cette époque-là était aussi l'époque des excentriques. Les gens n'essayaient pas de ressembler les uns aux autres. Il y avait un magnat hongrois, par exemple, dont la propriété était traversé par l'Orient Express dans le sud de la Hongrie, et comme il était tellement, c'était sa distraction de voir passer l'Orient Express, à sa mort, il a légué une somme en disant « Mon orchestre, car tous ces grands magnats avaient leur orchestre de ciganes, jouera nuit et jour, je lègue une somme pour qu'il fasse nuit et jour de la musique chaque fois qu'on passera à l'Orient Express, c'est-à-dire 3 fois par semaine, à peu près à cette époque-là. » Avec Pour ce soir, chef? Alors pour ce soir, nous avons une bouillade d'œufs au caviar avec des lantanes chênes et avec de la crème ciboulette. Ensuite un homard rôti aux truffes blanches avec un carpaccio de truffes blanches dessus. Une galette de pommes de terre, des haricots verts au bacon, et ensuite nous avons une tarte tatin avec une crème chantilly avec de la vanille de Bourbon. Voilà.
Mesdames et messieurs, bonjour. Dans quelques minutes, nous arriverons à Bucarest. Avant votre transfert à l'hôtel, les guides vous attendent à la gare pour une visite guidée de la ville. Nous vous souhaitons à tous un agréable séjour à Bucarest. Merci et au revoir. Le hasard fait parfois étonnamment que le 9 septembre 1940, le roi Carol a fui son pays. Son exil final, ce fut le Portugal. Or vous, Miguel de la Cerda, vous avez connu, enfant, ce vieux monsieur qui était l'ancien roi de Roumanie au Portugal chez vous. Oui, absolument. Il habitait Estoril, nous habitions en Cascais, juste à côté. Il a commencé pour faire un séjour à Séville, un séjour, je crois que même un peu forcé, et où j'avais un oncle qui était un jeune consul à Séville, et c'est là où il y a eu le premier contact avec ma famille. Ensuite, à Estoril, il est venu souvent chez nous, même dans notre maison de campagne, avec sa nouvelle femme qu'on appelait Princesse Hélène. Donc je l'ai connu dans les années 50, début des années 60. Les passagers et celui du début des années folles, 1919, la fin de la guerre, l'unification de la Roumanie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est pareil? Ce qui est pareil, une ville qui a infiniment de charme et qu'il faut découvrir. En même temps, c'est une ville qui a ses blessures, certaines très récentes, et qu'elle n'a pas fini de panser ses plaies. Ils vont découvrir sans doute une ville qui est en quête d'identité, parce que il reste par-ci par-là des bouts de ce que l'on pouvait appeler par le passé dans l'entre-deux-guerres le Petit Paris. Mais il y a aussi énormément de choses qui ont changé. Il y a maintenant des gratte-ciel qui s'intègrent plus ou moins bien au paysage. Il y a par contre à côté des rues avec des maisons qui tombent en ruine. Ce qu'ils vont sans doute voir également, c'est une ville assez sale, et ça, effectivement, on ne peut que le regretter parce qu'on n'en prend pas assez soin, aussi bien au niveau des autorités, je trouve, qu'au niveau des Bucarestois. J'aimerais que nous, Bucarestois, soyons plus fiers de notre ville et qu'on l'aime davantage et qu'on en prenne soin. Est-ce que chaque gare de chaque pays, de chaque capitale est unique? Ah oui, dans chaque gare, vous avez une situation particulière. Donc, à la gare de Baneasa, on a une situation particulière parce qu'on utilise un salon d'une gare présidentielle qui est mis à notre disposition. Et également, ici, le dépôt qui est très très particulier, où on fait vraiment tout à la main. Donc, toutes les manœuvres, elles sont faites à la main. Tous les aiguillages sont manœuvrés à la main. Il n'y a pas de système d'interphonie, donc les gens ne fonctionnent pas avec des talkie-walkie. Et on fait tout avec des petits drapeaux, comme vous allez pouvoir le voir par la suite.
le linge que vous voyez, c'est le même. Alors, c'est intéressant pour les invités qui viennent à haut niveau en Roumanie de dormir dans le lit et dans le linge de la famille Ceausescu. Pour le son, attention, on ne doit pas être très bon parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. C'est le nouveau venu bleu là avec un texte en caractère cyrillique qui est la cause de tout ça. Qu'est-ce donc que ce wagon bizarre? Alors effectivement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a un nouveau venu. C'est un wagon des chemins de fer bulgares accroché au train qui va nous permettre d'avoir de l'électricité pour l'ensemble du train de Bucarest jusqu'à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie. Parce que nous avons des portions de voies où nous ne sommes pas électrifiés et nous avons besoin d'un petit peu d'énergie. Il y a 2 ou 3 endroits où il faudra aussi ne pas mettre le nez à la portière. Voilà, donc il y a un pont bien spécifique à Rouzé où si vous mettez le nez à la portière, vous risquez d'être aspergé par un petit produit désinfectant juste à la frontière bulgare. Donc il faudra absolument fermer les fenêtres et les portes. Ça se passe dans les deux sens ou bien les Bulgares considèrent que les Roumains risquent d'être contagieux? Non, ça se passe dans les deux sens pour faire l'équilibre. Et alors chef, ce soir, avant de partir, vous l'imaginiez comme ça? Non, je suis parti à l'aventure. Je suis même parti un petit peu réticent, sachant pas trop ce que j'allais découvrir, et je ferai presque le retour dans l'Orient Express. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Le luxe, la qualité des voyageurs et enfin, un autre monde. Vous avez voyagé en 2004 ou en 1929? J'ai voyagé peut-être avant 1929, là. Peut-être. Il y a tellement de choses qui rappellent la belle époque. C'est bien. C'était un sacrifice pour vous? Non. Matériellement parlant? Absolument pas. Non, c'est un... À partir de l'instant où on se fixe un but, on l'atteint et puis c'est tout, quoi. En d'autres termes, vous avez l'impression d'en avoir eu pour votre argent? Il en manque peut-être encore un peu parce qu'on n'est toujours jamais satisfait, mais on en a eu pour notre argent. Voilà, vous venez d'avoir en plus pour votre argent un arrêt de tous les diables. Nous sommes à Capicoulet et nous sommes donc à la frontière turque. Dans quelques instants, nous serons au cœur de la Turquie. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
pour nous rendre à Istanbul. Alors on est quasiment maintenant arrivé à Istanbul, en tout cas on vient de passer la frontière turque. Impression jusqu'ici? Alors jusqu'ici, c'est un voyage assez mythique, hein. C'est un voyage qu'on avait envie de faire depuis longtemps, c'est un voyage de rêve. Tout est très raffiné dans le train, les arrêts sont agréables et vraiment tout est parfait. Ce rêve justement, il est renforcé ou atténué alors que le voyage se termine? Alors le rêve, il est renforcé parce que c'est vrai qu'on s'attend à avoir un train de luxe, un train un peu mythique, mais le fait d'y être, et on essaye de goûter tous les instants, on essaye d'apprécier chaque moment qui passe, tout est agréable. Le voyage en train lui-même, les nuits dans le train, c'est très spécial. Et puis les arrêts, le service, tout est très étudié, tout est reconstitué comme probablement en 1920. Et on apprécie tout, même si on n'a pas le confort d'un grand hôtel, bien sûr, ou si on ne voyage pas comme avec tous les éléments de confort qu'on peut avoir habituellement. On est replongé dans un univers différent, comme si on était en 1920. Ce train C'est un métier particulièrement, on travaille 24 heures sur 24 pratiquement. Naturellement, on trouve toujours un autre moment pour se reposer quand les passagers sont pas là, sont à dîner comme ça. Mais c'est physiquement dur de faire les lits, parce que les lits sont un peu durs. Mais une fois qu'on prend l'habitude, ça devient un peu facile, un peu... Il y a quand même des clients qui parfois sont un peu capricieux. Normalement, tous les passagers qui montent là sont très... Ils vivent un moment romantique. Tout le monde est tranquille, ils laissent dehors tous les problèmes du travail, du stress. Mesdames et messieurs, bonjour. Un petit mot pour vous signaler qu'un agent de change est maintenant présent à bord pour changer des devises en lire turques. Il se trouve dans la voiture-restaurant Lalik, à côté de la boutique, et vous fera du change pour de petits montants, 40 € environ. Il vous donnera aussi toute information utile dont vous auriez besoin pour les transferts à Istanbul. Et tout ceci jusqu'à 11h30 avant le premier service du déjeuner. Merci.
Claude Ginella, dans quelques instants, vous allez monter à bord de votre train. Nous allons rester ici. Pour vous qui, chaque année, faites ce voyage et pas un autre, celui qui vous amène à Istanbul, au moment de repartir vers votre base qui est Venise, quel est votre sentiment? Eh bien, pour la 7e année, je me rends compte que j'ai toujours un pincement de cœur lorsque je quitte Istanbul. D'avoir fait le voyage de Paris à Istanbul, en traversant les différents pays que nous traversons, et d'arriver à cet endroit qui pour moi reste toujours féerique, plein de vie chaotique mais d'une façon très sympathique, je regrette toujours de le quitter. Et vous avez l'impression de faire ce voyage au début du XXIe siècle ou à la fin du XIXe? Ça n'a pas d'importance quand je le fais, à quel moment je le fais. L'important c'est de le faire et de se laisser aller le long du temps, peut-être en pensant un peu comment était la vie autrefois et comment est-ce qu'elle est maintenant, et en tirer ses propres conclusions. Si ce train pouvait amener à ce que les peuples se comprennent davantage, ce serait vraiment une merveille.